Amis de la culture, féru des belles lettres, bonsoir et bienvenue à Bio en littérature, votre chronique littéraire. Ce soir, c'est un honneur pour nous de recevoir sur ces plateaux un écrivain congolais qui n'est pratiquement plus à présenter parce qu'il est très connu de tout le monde. Son nom a pratiquement traversé les frontières nationales et même pourquoi pas continentales. Il s'agit de l'écrivain Mathias Bobo Kayembe qui vient nous voir avec sa toute dernière publication intitulée « Moi, enfant du village Malala », un récit autobiographique. Et donc voilà, on va échanger avec lui tout au long de cette émission. Nous lui disons bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir Ali. Bienvenue à Bio en littérature. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Tout à fait. Donc c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir sur ces plateaux. C'est, comme je l'ai dit tantôt, votre dernière publication en date. Vous êtes écrivain congolais, tout le monde vous connaît en ce jour, mais c'est vrai aussi qu'il y a ceux qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas très bien. On va rapidement lire la quatrième de couverture pour la note biographique afin de vous présenter rapidement. Il est écrit professeur Mathias Bobo Kayembe, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, UNIKIN, et à l'université protestante au Congo, UPC, a notamment été inspecteur général de finances, vice-ministre à l'économie et directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Il est le président de l'Union des écrivains congolais actuellement. Et pour ce qui est de vos publications, on va prendre quelques-uns. Vous avez eu des publications littéraires, mais aussi des publications en faisant des enseignements, effectivement, comme vous l'avez dit, à l'université de Kinshasa, à l'université protestante. Donc j'étais obligé de faire des ouvrages à caractère scientifique, également de publier des articles, parce qu'il fallait que je puisse aussi, de ce côté-là, arriver à obtenir des promotions, etc., obtenir une reconnaissance en tant que professeur, également des promotions. Donc, c'est pourquoi je me suis lancé dans des publications à caractère scientifique. Mais pour autant, je n'ai pas abandonné la littérature. Tout à fait. C'est pourquoi je reviens avec cette œuvre-là, littéraire, dans l'espoir qu'avec le temps, je puisse aussi en faire d'autres. Tout à fait. Vous revenez avec force, d'ailleurs, on doit le souligner. Une œuvre très remarquable. C'est un récit, disons-le, autobiographique de plus de 200 pages. Ça fait 203 pages. Édité aux éditions Casa à Paris. Et donc, cette œuvre, je le dis, il est autobiographique, un récit que vous avez écrit. Mais j'aimerais, on va en parler, on va parler de ce livre. J'aimerais comme ça, tout d'abord, puisqu'on vous rencontre, vous, l'auteur du livre, est-ce que vous pouvez ne fût-ce que nous dire un peu la génétique de cette œuvre? Quand fut le déclic, au fait? Bon, c'est un déclic qui est permanent. Chaque fois que j'enseigne, il y a déjà ce décalage entre moi et les étudiants, mais j'essaie toujours de réduire ce décalage en disant aux étudiants que, bon, moi, que vous voyez là, je viens de loin, je viens d'un milieu qui n'est pas aussi favorisé que vous. Donc, si vous voyez que je suis arrivé à ce niveau-là, vous pouvez aussi y arriver, et si pas aller au-delà de ce que je suis. Donc, il y avait toujours en moi le besoin de montrer aux enfants que tout est possible. Oui, oui. Comme le président Obama a dit « Yes, we can ». C'est ce que j'ai voulu montrer en fait. Tout à fait. Il y a toujours ce déclic-là permanent et une volonté de montrer aux jeunes que tout est possible. Voilà, moi, enfant du village Malala, récit autobiographique de l'écrivain Mathias Bobo Kayembe. Nous l'avons lu, nous l'avons parcouru, nous l'avons lu en tout cas de bout en bout. Et à la fin de la lecture, je dois vous le dire, c'est un ouf. Quelle vie de ces personnages, quelle vie de cette personnalité du pays, Bobo Kayembe. J'aimerais de vous-même, en fait, quand vous
vous êtes mis à écrire sur votre vie, vos souvenirs qui vous revenaient. Quels sentiments avez-vous pendant l'écriture et même après l'écriture? Qu'est-ce que vous avez ressenti de vous-même, en fait? Bon, c'est toujours le sentiment d'avoir vécu, d'avoir parcouru son chemin. C'est le sentiment disons, d'une vie, disons, assumée complètement à côté d'autres personnes, soit dans la ville, soit dans le quartier, soit dans le pays. Oui. Donc d'une mission remplie, dans des conditions parfois très très difficiles. C'est un sentiment également de joie. Oui. De pouvoir partager tout ça avec mes semblables, avec les jeunes surtout. De partager cela pour montrer que pousser les jeunes aussi à aller de l'avant. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Récit de 200 pages, je l'ai dit, mais vous le subdivisez comme ça en 36 chapitres, que je puis comprendre qu'on peut dire que ce sont là même les 36 chapitres de votre vie aussi, jusqu'à l'heure actuelle. On parle de la naissance au village Malala, votre première entrée à l'école, votre venue à Kinshasa, les fonctions que vous avez pu occuper. Mais on va rester sur le titre de l'ouvrage, qui est pour moi un peu, on ne peut plus évocateur. Moi, enfant du village Malala. Et là, je comprends, on a pu comprendre pourquoi est-ce que l'auteur a voulu insister sur ces villages Malala. Je vais rapidement lire un extrait à la 45e page et on comprendra ce que dit l'auteur par rapport à son village natal. Vous écrivez ceci: quand je réponds aujourd'hui à cet échec, je me dis que ce n'était que le tribut que nous avons payé de notre amour envers Malala village. J'ai en effet voyagé dans le monde entier. J'ai vu des gratte-ciels futuristes à Dubaï, à New York, à Pékin ou à Tokyo, des sites touristiques avec une vue imprenable sur la mer, à Sharm el-Sheikh, des sites archéologiques en Grèce, à Rome, des musées d'art anciens et nouveaux, etc. J'ai été partout au Congo. J'ai observé plus d'une fois les spectacles surréalistes et uniques au monde du lac Kivu entouré des silhouettes de montagnes et de volcans en activité, comme cette boule de feu incandescente du Nyiragongo au-dessus de Goma au soir. Moi, il n'y a pas un seul endroit au Congo ni au monde qui ressemble à Malala Village, qui soit aussi magique que Malala Village, qui ait touché à ma corde sensible au même titre que Malala Village. Pas un seul endroit au monde que j'aime autant que Malala Village. Monsieur Bobo Akaïbe, parlez-nous un peu de ce Malala Village, mais aussi de cet attachement presque, on va dire, viscéral que vous avez de cette terre qui vous a vu naître. Effectivement, c'est un attachement viscéral parce que c'est l'endroit où je suis né, c'est l'endroit où j'ai passé les premières années de ma vie. Et c'est l'endroit où mon père est décédé, a été enterré, et on y passé une vie, il est vrai, difficile quand même, parce que cette vie n'est pas comparable à la vie de Kinshasa. C'est un milieu rural et traditionnel. Mais ce milieu rural et traditionnel, finalement, contribue à forger l'homme, à fabriquer l'homme. Donc ce que je suis maintenant, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que ce que je suis maintenant ne peut être compris que par ce que j'étais dans ma jeunesse. La jeunesse, c'est le fondement même, c'est la fondation de la vie. Oui. Et ça ne vous quitte pas. Ça ne vous quitte pas parce que, effectivement, il y a votre père qui est né là-bas. Et que vous cherchez toujours, il y a vos frères, vos sœurs, vos amis qui sont là, et vous cherchez toujours à leur tendre la main, à faire quelque chose pour que eux aussi puissent un peu voir des lumières, qu'ils ne puissent pas continuer à rester au bord du chemin. Tout à fait. Donc c'est une préoccupation fondamentale et permanente pour moi. Et géographiquement, où est-ce qu'on peut le situer, ce village-là en RDC? Il faut le situer, à l'heure actuelle. C'est à 100 km de la ville de Kananga. Ah, d'accord. C'est à 100 km de la ville de Kananga, non loin de Tchimbulu, sur le chemin de fer entre Ilebo et Lubumbashi. Malala, village qui vous habite, et vous arrivez à Kinshasa pratiquement à l'âge de 20 ans. Et vous dites que quand vous êtes arrivé à Kinshasa, c'est comme un nègre à Paris de Bernard Dadier. Oui, comme un nègre à Paris, effectivement, parce que Kinshasa était la capitale, c'était une ville bouillonnante, etc. Et on y arrive, on est un peu perplexe, mais pas du tout dépassé. Bon, je dis comme un nègre à Paris, mais je pense quand même que je venais de Luabu, je venais de Kananga, qui était également une ville formidable à ce moment-là. Donc il n'y avait pas de complexe
disons, exagéré à avoir par rapport à Kinshasa, mais effectivement, Kinshasa était une grande ville à ce moment-là. C'était à peu près 400 000 habitants. Et j'étais impressionné. Et j'ai cherché à avoir également occupé ma place au sein de Kinshasa. Et c'était quand même, disons, un projet intéressant, palpitant. Comment trouver sa place, ses points de repère dans une grande ville comme Kinshasa. Professeur Bobo Kayembe, on va rester dans votre casquette d'écrivain. Et je l'ai dit tantôt ici, au début de l'émission, que vous êtes le président de l'Union des écrivains congolais. Ce que je voulais savoir, moi, c'est à un moment donné, aujourd'hui, si vous pouvez nous parler, vous en tant qu'écrivain, de la place qu'occupe la littérature dans votre vie. Et je voudrais plus commencer par la vocation, votre vocation en tant qu'écrivain. Quelque part dans votre autobiographie, vous nous dites qu'à un moment vous étiez assistant bibliothécaire et là, tout est parti de là, je ne sais pas, est-ce que tout est parti de là en ce moment? Oui, c'est parti. Disons que j'avais à peu près 14 ans. Au collège Saint-Louis de Kananga, effectivement, j'étais assistant bibliothécaire d'un prêtre catholique. Ensuite, j'écrivais dans la revue de notre collège, qui s'appelait Allo Collège. Et donc, tout est parti de là. Les premiers frétillements de poèmes, de gazouillis, effectivement. Et ça a commencé à ce moment-là. Et ça ne s'est pas arrêté jusqu'aujourd'hui. Ok. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'aujourd'hui. Je vais lire ce que vous écrivez par rapport à l'écriture, la page 157. C'est intitulé « Mes publications », le chapitre en question. En réponse à un journaliste qui lui avait demandé pourquoi il écrivait, l'écrivain congolais Sonila Botansi avait répondu « J'écris parce que je suis un Bantou ». Si une telle question m'avait été posée, donc à vous, auteur, je répondrais volontiers « J'écris parce que je veux être égal à moi-même ». Ça, c'est ce que vous répondez quand vous posez la question par rapport à l'écriture. Quelle est dans l'écriture pour vous? Est-ce que vous avez une mission précise quand vous écrivez? Bon, l'écriture représente ce qu'est le manger, ou bien l'air que nous respirons. Pour moi, ça veut dire que je passe le plus clair de mon temps à griffonner quelque chose. Maintenant, de là à dire si on a une mission, je ne pense pas. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait chargé d'une mission, ou bien que moi-même je me sois chargé d'une mission. Mais je m'assume. Je voudrais être égal à moi-même, je m'assume. Je voudrais être égal à moi-même, comme je l'ai dit, en écrivant quelque chose qui peut me faire plaisir à moi-même et qui peut également faire plaisir à mon pays, pourquoi pas. D'accord. Et si jamais on vous demandait, on voulait savoir un peu, en tant que président de l'UECO, quel état de lieu faites-vous de la vie littéraire aujourd'hui en RDC ou pour l'Afrique en général? Bon, disons que la littérature dans notre pays souffre de beaucoup de maux. Hein. La littérature nécessite des apports de plusieurs personnes. Il y a tout d'abord l'écrivain lui-même qui produit des œuvres, mais il y a également notamment les éditeurs, les imprimeurs, les diffuseurs, toutes sortes de commerçants, si on peut dire, dont la mission est de travailler sur les livres. En fait, j'ai passé 2 mois en Europe et j'ai vu que vraiment là, c'est une civilisation du livre. Vous entrez dans une bibliothèque, dans une librairie en Europe, mais c'est plein de gens qui achètent pour $300, $400, $500. C'est plein à craquer les gens. Donc ce n'est pas la même chose ici. Il y a l'écrivain qui est là, mais les structures d'appui à l'écrivain n'existent pas encore dans notre pays. Ce qui fait que finalement nous faisons un travail qui est artisanal. Nous ne faisons pas un travail professionnel, nous faisons un travail qui est artisanal. Mais dans ce travail qui est artisanal, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes nombreux à avoir cette aspiration. Oui. Beaucoup de jeunes, beaucoup de non-jeunes qui ont cette fibre sensible et qui cherchent à produire quelque chose et finalement ça crée un mouvement, bien que un mouvement pas très ferme, mais le mouvement est là. Et il faut espérer parce que en fait, qu'on se le dise clairement, tout est question de l'apport de l'État à la littérature. Oui. On ne peut pas dire on ne fait rien
pendant que les jeunes ont beaucoup de textes écrits dans leur tiroir. Oui, oui. Mais en fait, c'est l'État qui devait booster. J'étais par exemple au Canada, vous savez que beaucoup d'écrivains congolais sont appris dans l'enseignement. Moi-même, je suis appris dans l'enseignement, dans le cours de littérature à l'école. Mais au Canada, étant donné que ces ouvrages sont multipliés par des élèves, le gouvernement canadien donne un montant, par exemple 20 millions de dollars chaque année aux écrivains qui sont appris dans l'enseignement, du fait que leurs textes sont appris par les jeunes. Il y a un montant comme ça qui est partagé entre écrivains pour leur permettre de pouvoir exister en tant qu'écrivain. Mais ici, chez nous, ça n'existe pas. Je pense même que si vous prenez des pays comme le Sénégal, le ministère de la Culture vient en première position dans la hiérarchie des ministères au sein du gouvernement. Ah bon. Mais ici, on clôture toujours par le ministère de la Culture, c'est le dernier. Et je suis sûr que ce ministère n'a pas suffisamment de budget, n'a pas d'argent du tout pour faire face à ses obligations. C'est tout ça qui fait qu'il s'agisse des écrivains ou d'autres artistes, que ce soit des musiciens ou bien des plasticiens ou d'autres, ou bien des gens du folklore, autres, ou bien des cinéastes, on peut dire que le travail est toujours artisanal et pas vraiment profond. Je voudrais dire ça, que ce n'est pas vraiment profond, mais quand nous faisons, avec vous d'ailleurs, l'Union des écrivains, avec l'association des jeunes écrivains, quand nous faisons des réunions de lecture, de poésie ou autres, on voit quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Il y a un engouement, donc il y a quelque chose qu'on peut exploiter pour lancer notre mouvement littéraire. Il y a quelque chose à exploiter pour lancer le mouvement littéraire. J'ai beaucoup aimé aussi lorsque dans l'ouvrage, vous dites que pour vous, la jeunesse constitue la mine d'or. Si vous dites à la page 120, j'aimerais comme ça, on est en train de chuter pour l'émission, professeur, est-ce que vous, en tant que parent, parce que ces livres, c'est pratiquement quelque chose que vous léguez à la génération qui arrive, aux générations futures, pour que nous puissions nous en inspirer. Est-ce que vous avez un message précis ou pathétique comme ça à lancer à la jeunesse de ce pays, ou même à la jeunesse africaine, qui aime aussi écrire, qui voudrait aussi franchir les différentes marches que vous avez à franchir dans votre vie? Oui, j'ai dit que la jeunesse, la mine d'or, parce que c'est la jeunesse qui peut construire un pays, ce n'est pas les vieux, ce sont les jeunes qui peuvent construire un pays. Parce qu'il est évident qu'à l'âge où je suis, ce que je faisais quand j'avais 20 ans, 30 ans, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Donc ce sont les jeunes qui peuvent le faire. Les grandes inventions, les grandes publications, ce sont les jeunes qui peuvent le faire. Mais en fait, j'ai voulu leur montrer qu'ils ne doivent pas perdre l'espoir, qu'ils sont capables de beaucoup de miracles. Ils peuvent faire beaucoup de miracles. En s'inspirant de la vie de gens comme moi ou d'autres. Donc, j'ai montré également que j'ai enseigné, à Lille, j'étais enseigné. Oui. Hein? J'ai enseigné à plus de 150 000 jeunes dans ce pays ici. Donc, c'est quand même beaucoup. Et je crois que je me suis mis à leur service. Si aujourd'hui, il y a en moi une certaine vieillesse, cette vieillesse vient du fait que j'ai beaucoup travaillé pour les jeunes. Donc c'est leur moment aussi de prendre les responsabilités, hein, de développer le Congo, de faire des grandes choses pour le Congo, qu'ils ne puissent pas se décourager, qu'ils puissent y aller. Et je sais qu'il y a, comme je l'ai dit pour la littérature, des structures qui n'existent pas d'appui aux jeunes. Mais je suis sûr qu'avec le temps, ces structures vont être mises en place pour que les jeunes puissent disons, effectivement prendre leurs responsabilités. D'accord. Je rappelle que nous vous recevons sur ce plateau avec votre publication, la toute dernière en date, Moi, enfant du village Malala, un récit autobiographique signé de l'auteur qui est ici sur le plateau, Mathias Boboa Kayembe. Professeur, un dernier mot et vous nous dites un peu pratiquement où est-ce qu'on peut retrouver l'ouvrage si jamais ceux qui nous ont suivis voudraient bien chercher à s'en procurer. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'en procurer parce que, vous savez, lorsqu'on a annoncé la sortie de l'ouvrage sur l'Internet, Facebook, j'ai reçu à peu près 200 disons, messages, j'aime, et également beaucoup de témoignages. Ça m'a fait chaud au cœur. Et donc, les gens qui veulent l'avoir, on va le mettre dans les librairies de Kinshasa, Grand Lac, et on va le mettre dans les hôtels. Mais également, les gens peuvent nous écrire, nous donner leurs coordonnées, on va leur transmettre.
En fait, il ne coûte que 10 $. D'accord. Il coûte 10 $ plus les frais de transport. Donc les gens qui sont à Kinshasa, on peut leur envoyer ou bien leur dire de venir prendre. D'accord. Et puis, bon, je voudrais quand même qu'il soit lu. Je voudrais qu'il soit lu parce que ça ne sert à rien de faire un livre qui n'est pas lu. Comme ça, on peut avoir des moments de partage avec des gens qui ont lu pour des questions et des réponses. Un dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est de pouvoir, disons, demander que finalement, à d'autres niveaux, à des niveaux politiques et autres, qu'il y ait la concorde nationale, qu'il y ait l'esprit de compromis, de concorde, pour qu'il y ait un cadre dans notre pays qui permette l'effervescence et, disons, l'évolution des arts. La paix, la tranquillité sont nécessaires pour que les arts puissent également être produits, aller de l'avant. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Bobo Kayembe. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, amis de la culture, fruits des belles lettres. Nous recevons sur ces plateaux, on vous l'a dit, l'écrivain Mathias Bobo Kayembe, auteur de cette publication, Moi, enfant du village Malala, récit autobiographique, et vous pouvez donc retrouver dans diverses librairies de la place ici à Kinshasa et même à l'étranger. Voilà, ça n'est donc fini pour ce soir. Restez en contact, restez de cœur avec nous et donc très bonne lecture chez vous. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.